Eh bien, chers amis, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Charles Pratt. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, la première fois, vous étiez venu nous parler de votre premier livre, qui s'appelait déjà Le Cartel des fraudes, non? Et maintenant, on a le tome 2, Le cartel des fraudes 2. Le Cartel des fraudes 2. Et la première fois, vous étiez plutôt à 50 milliards, et maintenant, vous avez fait de gros progrès, vous êtes plutôt à 100, non? Voilà, c'est-à-dire que sur le premier livre, j'étais concentré uniquement sur les fraudes aux prestations sociales, donc sur une problématique très spécifique. Le deuxième livre s'élargit. Donc effectivement, on va continuer à parler de fraude aux prestations sociales avec une petite mise à jour et les nouveaux éléments. J'explique aussi un certain nombre de choses sur les fraudes du Covid. Vous savez, les fraudes au fonds de Ça a dû y aller, solidarité, au chômage partiel. Ah oui, tout à fait. Et donc, c'était la fraude de l'année 2020-2021. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être fraude fiscale au sens large, les fraudes douanières, le travail au noir, etc. Donc là, on embrasse l'ensemble des fraudes aux finances publiques et on arrive effectivement à une centaine de milliards d'euros. Alors, rappelez-moi les dépenses de l'État en tout, c'est combien? Alors, le budget de l'État, on est un peu plus de 300 milliards, on doit être à 350 milliards dans ces eaux-là, parce que vous savez, il y a l'État, il y a les collectivités territoriales, etc. Ce qu'il faut avoir comme ordre de grandeur dans la tête, c'est environ 550 milliards d'euros de cotisations sociales, Oui. 650 milliards d'euros, bon an mal an, de recettes fiscales, et sur les dépenses de protection sociale, on a passé la barre des 800 milliards d'euros, ça y est, on doit être à 812, frais de gestion inclus. Donc, c'est quand même significatif par rapport à l'argent qui passe par l'État, si je veux Ah dire. oui, non, tout à fait, oui. Bah, les dépenses publiques en France, on connaît leur niveau par rapport au PIB, avec ce marqueur très particulier qui est la part des dépenses de protection sociale, où on est à 31%. C'est gigantesque. C'est énorme, oui. Quasiment un tiers du PIB passe en protection sociale en France, ce qui est unique au monde. Voilà, mais bon, on est aussi dans une situation qui est... alors, malheureusement, c'est comme ça depuis 1974, une situation de pays en déficit. On va voir à combien va être voté le déficit budgétaire pour l'année prochaine, mais on tournera autour de 150 milliards d'euros à peu près. L'agence France Trésor, l'année prochaine, devra encore lever des montants records de dette. Bon, c'est sur pas les un problème, marchés. toute la dette est achetée par la BCE, mais enfin... On doit être à 2800 et quelques milliards d'euros d'encours de dette. Et je pense qu'on n'est pas loin de taper les 3000 dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps. Donc 3 000 milliards, ça nous fera quoi? On se rapprochera des 160% du PIB ou un truc comme ça? Oui, on doit être à 120 ou Oui, c'est ça, 125 maintenant. on va y arriver. Allez, on est les recordements du monde. Alors moi, ça m'inquiète beaucoup quand même. Alors tout le monde a l'air de... Personne ne s'inquiète de la dette. Moi, elle m'inquiète beaucoup parce que, certes, en ce moment, les taux d'intérêt sont globalement à zéro. Oui. Donc c'est bien. En fait, on rachète de la dette pour rembourser le nominal de la dette qu'on avait acheté les Oui, années attendez, précédentes. on Voilà. émet de la dette qui est achetée par quelqu'un qui crée de la monnaie contre. Mais, C'est pas l'épargne qui finance. moi, ma grande crainte, c'est le jour où il y a une remontée des taux, et je pense qu'un jour ça reviendra. Certes, on ne sera pas embêté sur le remboursement en fin de service de la charge de la dette, les intérêts annuels, mais comme il faudra réemprunter pour rembourser le nominal de la dette arrivée à maturité, là on ne l'empruntera plus à 0%. Donc on va avoir, à mon avis, un vrai souci, peut-être pas l'année prochaine, mais dans peut-être 5 à 10 ans, parce qu'il faudra bien la rembourser, cette dette, cet encours de 3 000 milliards. Alors écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait L'État est mort, vive l'État, avec un grand E et un petit E, vous savez, pour signaler qu'il fallait passer d'un gros État à un petit État. Et j'avais fait des calculs extraordinairement savants pour arriver à la conclusion que vers 2015-2016, on passait plus dans les marchés. Vous voyez ce que je veux dire? Entre le remboursement et les nouvelles dettes, on passait plus dans les marchés. Et donc j'avais dit, bon, il va se passer quelque chose à ce moment-là. Et je pensais qu'on allait avoir des gros problèmes dans l'euro, j'en sais rien. Bon, non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé les règles du jeu et que c'est la Banque centrale qui a acheté toutes les dettes. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'ils vont trouver cette fois-ci pour pas avoir à payer? Parce que là, je me suis fait avoir comme un bleu. Je m'étais donné un mal de chien, c'était très convaincant. Et je me suis fait avoir, si vous voulez, le coup de la Banque centrale, parce que c'était formellement interdit par les traités. Oui, tout à fait. Oui. Et donc j'essaye, vous qui êtes compétent dans ces domaines, qu'est-ce qu'ils vont trouver pour ne pas... D'ailleurs, c'était assez amusant qu'ils arrivent à faire passer la pilule aux Allemands là-dessus. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, mais moi, je suis assez basique comme garçon. Si on a pris un crédit, on doit le rembourser. Et qui que ce soit, vous avez une mauvaise éducation. Voilà, qui que ce soit le prêteur en face. Et moi, je suis quand même très très inquiet avec cet encours de dette. Ce ne sont pas les taux d'intérêt qui me font peur d'aujourd'hui, c'est le remboursement dans X années, avec des taux d'intérêt peut-être plus élevés, d'un encours de dette qu'il viendra bien rembourser.
Et voilà, on va être pris, ça moi c'est ma crainte, c'est qu'on soit pris dans une situation qui à ce moment-là sera catastrophique, situation à la grecque hein, par exemple, et là ça va être saignant. Parce que quand on devra expliquer aux gens que là, il n'y aura plus de prestations véritablement sociales ou de retraite, que tout va être coupé, qu'on va aller leur prendre de l'argent sur leur compte bancaire, qui ne sont plus garantis qu'à hauteur de 100 000 euros véritablement, etc. Voilà, on peut avoir à ce moment-là une situation sociale insurrectionnelle, parce que les gens n'accepteront pas de se faire spolier. Mais à un moment donné, il faudra bien passer à la caisse, à l'addition de 40, 50 ou 60 ans de dérive budgétaire. C'est toujours la même chose. À un moment donné, il faut payer. Il y aura une certaine justice, c'est la génération de mai 68, la plus bête de l'histoire de France, qui paiera la note, puisque c'est elle qui a été responsable de toutes ces imbécilités. Donc on va arriver à un moment. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais vous signaler. J'ai fait aussi quelques petits travaux comme ça, très savants comme toujours, sur un truc curieux, c'est que vous savez que tous les fonds de pension en Europe du Nord sont capitalisés. Et vous preniez les fonds de pension en Allemagne, ils étaient tous en obligation de l'État allemand. De 1970 à 2000, celui qui avait un portefeuille bien diversifié d'obligations allemandes faisait du 4,5% en termes réels. Hein. Donc il n'avait aucun problème, il payait 3% de retraite, il mettait 1,5 dans les réserves, et puis il allait jouer au golf à 3 heures, c'était un métier au poil. Mais aujourd'hui, ça fait 10 ans que les taux d'intérêt sont négatifs en Allemagne. Donc à partir de l'année prochaine ou de l'année d'après, en Allemagne, ils vont commencer à distribuer le capital, non plus la rentabilité du capital, mais le capital. Ça veut dire qu'il va y avoir une baisse du niveau de vie phénoménale dans tous les pays de l'Europe du Nord qui ne pourront plus aller passer leurs vacances en Europe du Sud, ce qui ne va pas faire l'affaire de l'Europe du Sud. Donc je veux dire par là, ce que disait ce bon Milton Friedman, sur lequel on a fait des émissions spéciales parce que c'était un homme éminent, il disait il n'y a pas de repas gratuit. Donc la note ne va pas être présentée à la France, elle va être présentée à l'Allemagne et aux retraités allemands, finlandais, danois, qui ne vont pas aimer du tout. Donc, ce que je veux essayer de dire par là, c'est que c'est pas simplement la hausse des taux, c'est la baisse du niveau de vie que va déclencher ces taux négatifs. On est dans une espèce de pince, et ce qui nous guette, c'est dans le fond un écroulement de la consommation en Europe. Ouais, mais alors voilà, Ce qui fera s'écrouler les recettes fiscales. Donc, on est quand même dans un monde qui est très bizarre. Alors, moi, j'essaye à ma modeste place, avec mes modestes compétences, d'abord de montrer un certain nombre de problèmes, ce que je connais, et après éventuellement de proposer des solutions pour régler ces modestes problèmes. Comme faire des économies sur les gens qui nous volent. Comme par exemple faire des économies sur les gens qui pillent les caisses de l'État, oui, tout à fait. Qui pillent les caisses de l'État, parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais un grand-père qui était un ancien gouverneur des colonies. Quand il habitait dans un petit village du sud de la France, quand il mettait une lettre, il aurait pu l'apporter à l'autre bout du village parce que c'était quelqu'un à l'autre bout du village, mais il mettait un timbre parce que c'était le monopole du courrier appartenait à l'État et qu'il ne voulait pas voler l'État. Donc il n'était pas tamponné le timbre. Enfin, j'imagine que la personne a décollé, la mettait ailleurs. Mais cette espèce de respect qu'on avait pour les dépenses de l'État, qu'avait le fonctionnaire pour les gens qui le payaient, a complètement disparu. Bah, il a surtout disparu dans la population. Ça, on va en parler, mais je peux tout de suite vous donner les chiffres. Alors j'avais expliqué déjà l'année dernière que sur la prévalence de la fraude et l'acceptabilité de la fraude, notamment en matière de prestations sociales, on avait 18% des gens, c'était un sondage Harris Interactive, 18% des personnes qui considéraient normal de frauder les prestations sociales. Bon, normal. Bon, il y en avait un tiers qui trouvait normal de truander les impôts, voire 2 tiers qui trouvaient normal de travailler au noir, etc. Bon. Mais déjà, rien que sur la prestation sociale, 18%. Donc ils avaient trouvé normal de voler? Oui, bien sûr. Ah oui, bah... c'est la réalité. Hein. Et là, quand vous regardez les chiffres, on a eu la crise coronavirus. Donc l'État a mis de l'argent magique, hein, vous savez, l'argent qu'on n'avait pas, quoi qu'il en coûte. Voilà, donc on a emprunté, puis on a déversé comme ça des milliards hein, de mémoire. Je crois qu'on devait être à 140 milliards de déverser pour passer le cap de la crise, hein, entre le chômage partiel, le fonds de solidarité, les dépenses de santé supplémentaires, etc. Et donc, autant ça a été très compliqué sur le chômage partiel parce que c'était open bar, et donc les fraudeurs, effectivement, ont pu s'en donner à cœur joie. Autant sur le fonds de solidarité, en réalité, c'était l'administration fiscale qui était chargée de gérer le dispositif, et les fonctionnaires des impôts l'ont fait très bien. Ils ont vraiment verrouillé en faisant des contrôles en amont. Et vous savez combien de demandes frauduleuses, de demandes indues hein, de fonds de solidarité, l'administration fiscale a bloqué au 18 juin à fin juin 2021. Ils ont bloqué plus de 2 200 000 demandes frauduleuses.
indus. C'est-à-dire que les gens qui envoyaient un formulaire, je voudrais du fonds de solidarité, etc., mensuel, etc., 2 200 000 demandes bloquées pour 7 milliards 200 millions d'euros. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs dommage que le ministère des Finances n'ait pas communiqué là-dessus, parce que c'est plutôt un beau succès. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. C'est de l'argent qu'on a évité de perdre. Mais quelque part, ça veut dire que là où ça n'a pas été contrôlé, il y a eu 7 milliards de fraudes, au moins. Non, si vous voulez, c'était dans le fonds de solidarité, c'était la demande. C'est dans le fonds de solidarité, mais les trucs qui n'étaient pas contrôlés par l'administration des Finances. Finances. Ils étaient tous contrôlés. En fait, ils ont quasiment fait de l'exhaustivité. Et donc, ils avaient 18% des demandes qu'ils considéraient comme indues, sur lesquelles ils n'ont pas payé. Mais si vous voulez, moi, ça m'affole sur l'honnêteté ambiante. Ça veut dire qu'on a quand même eu, à 2 200 000 reprises, des gens qui ont envoyé des formulaires de demande de fonds de solidarité, alors qu'ils savaient globalement qu'ils n'y avaient pas droit. On a eu des tas d'exemples, même qui sont passés dans la presse régionale avec des gens qui se sont fait attraper. Mais là, alors ce sont des chiffres que je publie, je mets d'ailleurs le rapport dans le livre. C'est un rapport de l'Inspection générale des finances et de France Stratégie. Parce qu'il y avait un peu un suivi quand même de tout ça. Mais pour vous montrer l'état de l'honnêteté dans le pays. De déliquescence. Mais on voit ça quand on parle aux gens. C'est ce qu'avait dit ce brave Hollande. Il avait dit, de toute façon, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Donc on avait vraiment l'impression que c'est... Mais vous savez, sur le chômage partiel, par exemple, donc là, ce sont des chiffres qui viennent de la Cour des comptes. Ils ont calculé qu'ils avaient 3 à 4% des entreprises qui ont demandé le chômage partiel, mais d'un seul coup, en fait, ces entreprises-là, elles avaient un effectif qui avait augmenté. Tiens donc. Voilà, 10%, au moins 10% d'augmentation d'effectifs. Donc on avait embauché la belle-mère, l'oncle... Non, c'était souvent des salariés complètement fictifs, puisqu'il y a eu de l'escroquerie complète. Mais donc, il y avait 3 à 4% des entreprises qui ont déclaré au moins 10% de salariés en plus que précédemment à la crise. Donc, très clairement, la Cour des comptes est venue dire « ce sera bien à regarder, parce qu'a priori... il pourrait y avoir du salarié fictif. » Et le problème qui se passait, c'est qu'au début de toute cette histoire-là, en 2020, vous savez, vous arriviez, l'entreprise, elle s'inscrivait sur Internet, elle demandait l'autorisation de se mettre en chômage partiel, les instructions étaient données de répondre oui en 48 heures ou que c'était une acceptation implicite en 48 heures. Globalement, le délai moyen entre le moment où l'entreprise s'inscrivait, faisait la demande et le moment où elle touchait les sous, c'était 6 jours. Oh, c'est peu. C'est très peu. Comment voulez-vous faire un contrôle en 6 jours? C'est évidemment impossible. Et à l'époque, je me rappelle très bien de la sénatrice Nathalie Goulet, sénatrice UDI, qui avait déposé des amendements. On était à l'été 2020 en disant attendez, vous pouvez pas quand même faire ça comme ça. Contrôlez au moins que le nom de la société corresponde au RIB. Voilà, vous envoyez de l'argent, mais contrôlez que l'argent est bien envoyé à la même personne. Regardez au FICOBA qui est le titulaire du compte. Des contrôles un peu basiques. Vous savez, oui, pas très difficile. Croisez les fichiers des gens. On vous dit qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui est salarié. Regardons avec les fichiers de l'URSSAF, de la SECSI à la DADS. Pierre-Paul Jacques est bien déclaré comme salarié dans cette société. Ah non, c'était Madame Pannier-Runacher, je me rappelle, la ministre qui lui avait répondu, mais non, pas un euro n'est versé sans être contrôlé, bien sûr. Et surtout, n'embêtons pas, il faut que ça aille vite, etc. La moralité, c'est parti à volo. Donc voilà, par exemple, ces histoires d'entreprises avec plus de personnel que ce qu'elles n'en avaient réellement. Mais vous avez eu des cas phénoménaux qui se sont produits comme ça. Alors il y a d'autres exemples aussi sur les... Alors là, on est plus sur du fonds de solidarité d'ailleurs que sur du chômage partiel. Sur les discothèques, je donne cet exemple qui est assez amusant. Parce qu'on a les moyens de savoir combien il y a en vrai de boîtes de nuit en France. Vous savez, parce qu'elles payent à la SACEM, oui. Voilà, pour les droits d'auteur, pour la musique qui passe. Donc il y a 1600 entreprises qui sont répertoriées comme versant des droits à la SACEM en tant que discothèque. Bon. Là, d'un seul coup, pendant la crise sanitaire, on a eu 12 000 entreprises qui ont demandé des aides au titre du Covid, des discothèques. On a eu une multiplication par 7, 8 du nombre de discothèques qui ont fleuri pendant la crise sanitaire, pendant le confinement. C'était quand même très drôle avec des discothèques fermées quand même. Donc voilà, donc il y a eu plein d'exemples comme ça. Et cette crise du coronavirus, je pense qu'elle est révélatrice. Elle a été révélatrice d'une absence de contrôle qui n'est pas du fait des administrations, mais qui est du fait des instructions données au début sur le chômage partiel. Ensuite, les instructions ont bien été données, et donc du coup, les fonctionnaires, ils ont travaillé, on leur dit de travailler, vous savez, c'est comme l'armée, c'est aux ordres, ok, on y va, on fait le travail. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la volumétrie et la masse, en fait, de ces fraudes, et c'est de se rendre compte qu'en réalité, il y avait des fraudeurs professionnels, des escrocs habituels, qui ont tout de suite vu le truc, qui étaient planqués à l'étranger, qui ont réactivé des sociétés écrans, etc., pour pouvoir récupérer de l'argent, donc ça, on l'a vu surtout au début, et sur le chômage partiel.
Mais donc, vous aviez les fraudeurs professionnels, mais on a eu aussi, en fait, des centaines de milliers de truands amateurs. C'était donc un bel exemple de la créativité française. Ils se sont dit, il y a un truc ils se sont précipités comme des mouches sur de la viande, quoi. Et pas que les voleurs professionnels, c'est-à-dire que c'est... Des gens honorables. Oui, c'est des centaines de milliers de petits chefs d'entreprise, etc., des auto-entrepreneurs, hein, qui sont tous allés en se disant, tiens, on va tenter le coup. Et puis ça marchait. Vous savez, il y en a un qui a fait un test à un moment donné. Il s'est dit, tiens, je m'appelle Pierre Dupont. Il a regardé combien il y avait de Pierre Dupont, chef d'entreprise en France. C'est pas très compliqué, hein, il est allé sur le registre du commerce. Et là, il a vu qu'il y en avait plusieurs dizaines, parce qu'il avait un nom assez commun, le gars. Il s'appelle pas Pierre Dupont vrai, hein, mais bon. Et il s'est dit, alors, je demande pour moi. Donc, il avait eu pour sa propre entreprise et il a demandé pour tous les autres. Il a demandé pour tous les autres. Et ça marchait ? Et ça a marché 10 ou 15 fois de mémoire. Et donc, il a fini par se faire choper, bien sûr. Parce qu'aux impôts, ils ont dit, attends, c'est bon, mais quand même bizarre. Mais le type, ça marchait. Et ça, c'est la petite créativité. Hein. C'est le gars dans sa campagne qui s'est dit, tiens, je vais faire ça. Oui, ça me rappelle une histoire qui était... Vous savez, on dit que les Suédois sont très civiques. Et puis, il y a quelques années, une vingtaine d'années, il y avait eu une grève de la police à Stockholm. Bon, une grève de la police. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est arrêté partout. Plus personne ne peut circuler. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les Suédois étaient civiques, parce que quand les gars se faisaient choper, ils en prenaient plein la tête. Et donc, dès le moment où il n'y avait plus de risque de se faire choper, ils ont tous été se garer partout. Donc, le côté civique, si vous voulez, des gens, c'est toujours... il faut toujours s'en méfier un petit peu. Il faut de la carotte et du bâton. Alors, donc, vous avez écrit ce livre, 100 milliards, c'est des dépenses absolument gigantesques, à un moment où, dans le fond, notre équilibre budgétaire est en mauvais état, nous ne respectons aucun de nos accords internationaux, et nous garantissons en plus les prêts à l'étranger de gens qui vont aussi faire faillite, quoi. Donc, du côté des dépenses budgétaires, tout va bien, quoi. J'aurais tendance à dire que tout va mal. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on sait que ça va pas bien, que ça va mal, et que les mesures correctrices tardent à venir. Elles arrivent jamais juste avant une élection, vous savez. Je vous apprends sans doute quelque chose, là. Mais... Alors, je trouve ça dommage, parce que je pense qu'au contraire, les citoyens aimeraient bien qu'on leur annonce ces mesures correctrices et qu'elles soient mises en œuvre. Alors, si vous vous rappelez, l'année dernière... Je suis d'accord avec vous. Voilà, l'année dernière, on parlait beaucoup de fraude aux prestations sociales. Alors, d'ailleurs, je fais la mise à jour dans le livre. Alors, je vous arrête une seconde là, parce que j'ai écouté pendant 10 minutes le truc entre Zemmour et Mélenchon, et il y a une jeune personne qui s'est présentée en disant qu'il y avait qu'1 milliard de fraude sociale. Est-ce que vous pourriez expliquer ça? Comment la différence entre 1 et 50, c'est pas l'erreur du crayon, ça, il y a autre chose. C'est simple, c'est qu'en fait, la fact-checkeuse de BFM TV, je l'ai dit à un certain nombre de reprises, d'abord, elle aurait pu se faire l'économie, même avant de lire mon livre, elle aurait pu se faire l'économie de faire travailler ses stagiaires sur Google, vous savez, ou Wikipédia. Elle aurait simplement regardé l'émission de la même chaîne de télé, de BFM TV du samedi précédent, où il y avait 10 minutes de fact-checking sur ce sujet-là, très précisément, et où ses collègues de BFM TV avaient travaillé pendant une semaine complète sur le sujet. Ils avaient interviewé plein de gens, dont moi d'ailleurs, les rapporteurs à la commission d'enquête, à l'Assemblée nationale, etc. Et eux-mêmes concluaient le samedi d'avant en disant, voilà, la fourchette haute de la fraude aux prestations sociales, ça pourrait être 45 milliards d'euros. Et on n'est pas très loin des 50. Voilà. Et ça, c'était 10 minutes sur BFM TV le samedi. Voilà. Sur leur émission spécialement de fact-checking qui est consacrée à ça chaque semaine. Et le soir du débat Zemmour-Mélenchon, alors moi c'était très drôle parce que bien sûr je zappais entre les deux débats entre Valérie Pécresse qui était sur France 2 et puis Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur BFM. Et là, l'émission va commencer, j'entends qu'ils disent on va avoir une équipe de fact-checking. Alors je connais quand même les fact-checkers. D'ailleurs j'avais fait un tweet sur mon compte Twitter, Charles Prats, en disant bon, ok, je suis dans les starting blocks pour fact-checker les fact-checkers. Et ça n'a pas loupé. C'est-à-dire qu'il y a eu des trucs sur l'immigration, etc. Et puis le coup des c'est pas 50 milliards, c'est 1 milliard. Alors là, tout de suite, j'ai tweeté, j'ai renvoyé un certain nombre de choses. Donc ça a bu. Écoutez, sur les 24 heures, sur les suites de ce débat-là, les tweets que j'ai faits sur le contre-fact-checking, sur le fact-checking du fact-checking. Ils ont été repris partout. Oui, et puis surtout, j'ai regardé les statistiques, ils ont été vus plus de 3 millions de fois. Donc j'ai eu plus de 3 millions de vues de mes tweets qui expliquaient les choses. Donc il y avait vraiment un sujet. Mais en fait, c'était très simple. Je suis allé l'expliquer chez André Berkoff, d'ailleurs, à Sud Radio. Elle a, volontairement ou pas, confondu le montant des fraudes détectées par les services annuellement avec le montant des estimations de fraude globale. C'est exactement comme si on disait que le trafic de drogue en France, le volume du trafic de drogue, c'est ce qu'on pique. C'est uniquement ce que la police et la douane attrapent. Voilà.
Donc une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà, parce que vous voyez des gars qui ont l'air shootés mais qui n'ont pas été attrapés. Donc vous non, mais c'est surtout la masse de drogue qui passe. On sait très bien qu'on va attraper une partie du trafic, des go-fast, etc. Mais qu'une grande partie de la drogue qui va arriver par container, par bateau, voire même tout ce qui est cultivé, etc., il y en a quand même beaucoup qu'on loupe. Parce que si on attrapait toute la marchandise de fraude, il y aurait plus de gens qui pourraient se droguer. Donc voilà, s'il y a de la consommation, c'est qu'il y a quelque chose qui passe à travers, et beaucoup, et on le sait, et on le sait très bien. Donc voilà, et si vous voulez, elle a fait cette confusion de débutante. Alors est-ce que c'était volontaire ou pas? Maintenant, moi c'est ce que j'expliquais, les 50 milliards d'euros, c'était l'enjeu de fraude, et ça partait de quoi? Ça partait de la démonstration qui était faite dans le premier livre, de la présence d'au moins 5 millions de fantômes qui étaient bénéficiaires de prestations sociales en France, alors qu'ils n'étaient pas censés exister sur le territoire. Et là, dans le deuxième, je mets à jour justement ce genre de données et je publie les rapports officiels de la Cour des comptes, de la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale, etc., etc. Et en fait, la situation est encore pire. Ah bon? Oui, la situation est encore pire, puisque je prends le livre avec moi, si vous me le permettez. Mais bien sûr. En réalité, sur le nombre d'assurés sociaux, la Cour des comptes est venue nous dire que nous avions, pour 67,1 millions d'habitants, nous avions 75 300 000 assurés sociaux pris en charge. Voilà, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays de 67 millions d'habitants, et il y a plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge. Et la plupart des enfants sont sur la carte de leur mère, non? Non, mais alors, c'est pas de la carte vitale. Là, c'est de l'assuré social. Pris en charge. Pris en charge. D'ailleurs, un enfant de 2 ans, il est pris en charge, il fait partie des assurés sociaux. Donc, voilà, on a vraiment, il y a un sujet. D'ailleurs, la Cour des comptes finit par le reconnaître. Et si vous voulez, elle donne une piste, qui n'a jamais été exploitée par personne. Et donc ça, c'est vrai que je la révèle en scoop dans le livre, sur le tourisme médical. Ah oui, les gens viennent de partout. Voilà, puisqu'en réalité, vous savez que tout le monde ne va pas chez le médecin chaque année. Vous pouvez avoir... alors, il y a eu des sondages qui ont été faits. Globalement, on sait qu'environ 16% de la population ne va pas consommer des soins chaque année. Voilà, bon, c'est tant mieux, parce qu'on est content de ne pas être malade, de ne pas devoir aller chez le médecin, etc. Et la Cour des comptes nous a indiqué combien il y avait d'individus qui venaient se faire rembourser des soins. Voilà. Donc, on est 67 millions d'habitants. D'après vous, combien avons-nous d'individus qui viennent vraiment... Alors là, on leur donne de l'argent. 75 ou 76, ce que vous avez dit tout à l'heure? Non, ça c'est le nombre d'assurés sociaux, mais tout le monde ne consomme pas des soins. Et bien, sur l'assurance maladie, nous avons 66 800 000 personnes. 66 millions, tout le monde. Donc tout le monde vient... Alors qu'il y en a 18 qui n'ont pas été malades. Consommer des soins. Voilà. Or, on sait qu'on en a 16% qui ne sont pas censés venir consommer des soins chaque année. Donc là, on a un indice qui est quand même flagrant du tourisme médical, en fait. C'est des gens, parce qu'on est sur le recensement... Et qui prennent le nom de quelqu'un d'autre ou quoi? Non, mais qui font partie des 75 millions. Qui sont dans les 75 millions, mais qui ne sont pas censés être en France, enfin sur le territoire national, d'après le recensement INSEE. Recensement INSEE, on a 67,1 millions d'habitants. Dépenses d'assurance maladie, on en a 66 800 000 qui consomment. Or, on sait, d'après les sondages qui ont été faits, que nous indique la Cour des comptes, on pourrait considérer qu'il y a 16% des gens qui ne sont pas des consommateurs de soins annuels. Donc, normalement, on devrait avoir 56 millions, 57 millions, à tout casser, de consommateurs de soins annuels. Et on en a 10 millions et demi de plus. Donc voilà, et donc ça fait globalement... Mais ça fait des gisements d'économie incroyables. Ah bah écoutez, les dépenses d'assurance maladie, c'est c'est un peu plus de 200 milliards d'euros par an, c'est l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. 16% de 200 milliards, je vous laisse faire le calcul de tête. De 35 milliards, 32 milliards 32. Voilà, donc là, alors je dis pas que c'est de la fraude, je dis simplement que la Cour des comptes vient d'ouvrir une porte. D'ailleurs, elle le dit, vous savez, de manière très sibylline. Ce surnombre d'assurés sociaux pourrait avoir un coût significatif pour les finances publiques, sachant que il y a 66 800 000 personnes qui viennent consommer des soins, alors que il y en aurait 16% qui ne sont pas censés en consommer, quoi. Voilà. Et donc ça fait un peu de sous, vous voyez. Donc ça, du côté des dépenses. Donc là, il y a l'air d'avoir un petit peu des... C'est une vache à lait, quoi. Bah, c'est toujours pareil.
Mais si vous êtes une bonne âme, vous dites c'est bien parce que c'est que des non, pauvres. je dis pas que c'est bien, je dis simplement. Non, je dis ce que vous dites que. Mais je reviens à ce dont on parlait juste avant avec le coronavirus sur le comportement pas forcément honnête de beaucoup de gens. On sait que la fraude, c'est quelque chose de répandu. Il n'y a pas qu'en France, hein, sur toute la planète. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple des Suédois. Dès qu'on lâchait la bride, hop là, ça partait dans tous les sens. Donc on le sait. On sait très bien que, et on le voit avec les sondages sur la prévalence et l'acceptabilité de la fraude fiscale ou du travail au noir, on sait très bien que les Français, s'ils peuvent payer au black, ils vont payer au black, parce que comme ça, ils vont pas payer la TVA, etc. S'ils peuvent travailler au black, ils vont travailler au black, parce que comme ça, ils paieront pas d'impôts, ils paieront pas de charges sociales, etc. On est dans un pays où tout le monde trouve ça normal. Et donc, sur la fraude aux prestations sociales, pareil, les gars, s'ils peuvent gratter, ils vont gratter. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et après, quand vous regardez les masses financières, c'est-à-dire quand vous êtes à 800 milliards d'euros de dépenses de protection sociale, il ne faut pas s'étonner quand vous avez un taux de fraude naturelle comme ça, de gens qui essayent de mais attendez, c'est là que vous tirez, c'est là où vous trouvez vos 100 milliards, 800 milliards multipliés par 16 Non, les 100 milliards, je les trouve à la fois avec le fiscal, le travail au noir, et aussi le social, les prestations sociales. Mais c'est pour vous expliquer que quand je dis que la fraude aux prestations sociales, c'est un enjeu d'une 50aine de milliards, sur 800 milliards de dépenses, en réalité, ça fait combien de pourcents? Voilà. Vous êtes à 5-6%. 6% à peu près. 6%, c'est un taux de fraude. Vous parlez avec les assureurs privés, l'agence de lutte contre la fraude aux assurances, ils vous disent tous, bah oui, on tourne à 6-7% de taux de fraude. C'est en réalité, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas plus fraudé ou moins fraudé que dans un autre domaine. C'est simplement que le taux de fraude est le même, mais que les montants sont monstrueux. Mais comme on est sur une masse financière absolument gigantesque, quand vous appliquez le même taux de fraude à un plus gros ensemble, la valeur absolue de votre fraude, elle est plus importante. C'est tout. C'est basique. Enfin, un gamin de CM2, il comprend, quoi. Et oui, il suffit de savoir faire une règle de 3, c'est-à-dire que M. Bruno Le Maire comprend pas, mais les autres comprennent. Si, ils comprennent très bien. Bruno Le Maire, il comprend très bien. Non, mais il était capable de faire une règle de 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour dans une émission publique, il avait été incapable de faire une règle de 3. C'est pour ça que je dis ça, mais il a fait normal supplète, le pauvre. Oui, non, c'est pour ça. On peut pas le vouloir. Désolé, moi j'ai fait maths sup, maths spé dans une vie antérieure. Donc vous savez faire une règle de 3. Non, mais ça, c'était une méchante blague. Bon, je la retire, allez. Je veux pas de mal à M. Le Maire. Donc vous avez cette immense fraude. Et de l'autre côté, vous entendez les bien-pensants qui vous disent, oui, mais la fraude fiscale était au moins égale à ça. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de la fraude fiscale, parce que là aussi, j'ai l'impression qu'ils confondent fraude fiscale et optimisation, ce qui n'est pas la même chose. En fait, dans le livre, je tords le cou un petit peu au mantra des 100 milliards. Vous savez qu'on dit toujours, la fraude fiscale, c'est 100 milliards d'euros par an, etc. Et alors, je confesse que moi aussi, j'utilisais ces données depuis plusieurs années. En fait, c'est un chiffre qui a été mis dans le débat public par le syndicat national unifié des impôts, le SNUI, qui est devenu Solidaires Finances Publiques, qui avait été repris par la Direction centrale de la police judiciaire, par le CIRASCO, pour chiffrer un petit peu en matière de criminalité financière où on en était en fraude fiscale. Et à l'époque, on était entre 60, vous savez, c'était la fourchette 60 à 80 milliards d'euros, et maintenant ils disent, maintenant avec l'évolution de l'économie, etc., c'est 100 milliards d'euros. Bon. Et moi, j'étais le premier à dire, oui, il y a 60-80 milliards d'euros de fraude fiscale, tant de fraude sociale, etc. Et quand j'ai fait mes livres, j'ai essayé de récupérer leur étude, cette fameuse étude, pour pouvoir bien la lire, voir où étaient les choses, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas l'avoir. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une mise à jour annuelle où ils font une conférence de presse, etc., où ils disent, l'année d'avant, c'était 60 milliards, donc là, avec l'évolution de l'inflation, machin, etc., c'est 80 milliards. Maintenant, c'est 100 milliards. Mais la répartition et l'étude initiale, impossible de mettre la main dessus. Et je crois que tous les documents officiels étaient C'est pas des documents officiels, c'est une étude d'un syndicat. Et impossible de mettre la main dessus. Et la puce à l'oreille m'était venue parce que j'avais lu sur un blog, je crois, d'un économiste sur un alternative économique, que lui-même disait, en fait, il n'y a rien, on n'arrive pas à avoir. Donc là, ça a commencé à me titiller. Et donc j'ai repris ce qu'ils publiaient, et là, j'ai vu et j'ai compris. Parce qu'en fait, dans leurs 100 milliards, eux, ils expliquent que ce sont les manquements fiscaux. Et ils le disent, d'ailleurs, il suffisait vraiment de lire ce qu'ils écrivaient, ils le disent noir sur blanc, eux, leur évaluation, ce n'est pas la fraude fiscale, ce sont les manquements fiscaux, parce qu'ils estiment que dire est-ce que c'est de bonne foi, de mauvaise foi, etc., ça a un jugement moral, c'est très compliqué, et donc ils disent non, nous on évalue les manquements fiscaux. Et
de C'est manquements d'appliquer fiscaux. la loi à la lettre, à la lettre, à la lettre. Voilà, et de manquements fiscaux. Alors dedans, effectivement, ils considèrent qu'une grande partie de l'optimisation fiscale ne devrait pas en être, etc. Mais là, on est sur la notion d'abus de droit. Est-ce qu'on est dans l'abus de droit ou pas? C'est encore un autre débat. Mais si vous voulez, de leur texte qui dit vraiment que c'est un manquement fiscal, vous voyez, dans les médias, on a glissé très vite à c'est de la fraude fiscale, etc. Or, c'est quand même, il faut être précis sur les termes. La fraude fiscale, elle est précisément définie. Vous voyez. Il y a deux définitions de la fraude fiscale. Il y a une définition administrative, en contentieux fiscal administratif, et il y a une définition pénale de la fraude fiscale. La définition de la fraude fiscale en contentieux administratif, c'est très simple. C'est un dossier de redressement fiscal pour lequel l'administration va infliger une pénalité égale ou supérieure à 40%. Donc 40, 80, 100, etc. Donc les pénalités de mauvaise foi ou de mal fraudueuse. Donc là, si vous êtes au-delà de 40% de pénalité, c'est de la fraude fiscale pour la doctrine administrative. Et d'ailleurs, il y a des indicateurs de performance là-dessus, il y a des indicateurs dans la loi de finances et dans les rapports de l'administration. Tout ça, c'est chiffré, c'est calculé. On sait combien on a de dossiers de fraude fiscale, c'est ce qu'on appelle les dossiers répressif. Et ça, c'est ex post. C'est une fois que le truc a été jugé. Oui, non, c'est une fois que c'est notifié. Notifié. Voilà, c'est quand vous avez un redressement fiscal, on vous notifie les droits et la pénalité. Et là, l'administration dit, bah voilà, si vous avez eu 60% de pénalité, c'est dans les dossiers répressifs. Donc pour eux, c'est de la fraude fiscale. En revanche, si vous avez 15% de pénalité, ce n'est pas dans les dossiers répressifs, ce n'est pas de la fraude fiscale. C'est du redressement fiscal, ça va entrer dans le volume des redressements et pénalités, mais ce n'est pas de la fraude fiscale pour l'administration. Et si vous allez de manière encore plus stricte dans la définition pénale de la fraude fiscale, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle fraude fiscale au sens du Code général des impôts, l'article 1741 du Code général des impôts et suivant, là, c'est quand vous êtes mis au pénal. C'est-à-dire quand le juge pénal est saisi, qu'il y a une action pénale pour fraude fiscale. Et donc, on a tous les chiffres là-dessus. Et ce qu'on découvre, c'est que sur la fraude fiscale 1741 du Code général des impôts, donc ce qui est vraiment qualifié juridiquement, pénalement de fraude fiscale, on a très très peu de dossiers. Voilà, on en avait environ 1 millier par an qui étaient ouverts, et maintenant, depuis ils ont un petit peu ouvert le verrou de Bercy, on en a 1500. Donc vous voyez, c'est quand même très peu. Et puis pour des montants, je crois qu'on était à 120 ou 130 millions d'euros en 2020. Quoi. En tout. Oui, sur ces dossiers-là. Hein. C'est pas énorme. Je peux reprendre les chiffres exacts si vous voulez, mais... c'est pas énorme, ça. Ah ben non, sur la fraude fiscale pure ça, par dossier, ça fait pas des gros montants. Quoi. Sur une fraude fiscale pure et dure, vous voyez, on est... les dossiers fraude fiscale 1741 du Code général des impôts, on était à 130 millions en 2020, 230 millions en 2019, de droit en cause. Hein. Ça, c'est des chiffres officiels, c'est tiré du rapport de la Commission des infractions fiscales. En 2017, on était à 380 millions d'euros. Donc ça baisse. Voilà, ça baisse tout le temps. 630 millions d'euros en 2016, on était à 320 millions d'euros en 2015 et 320 millions d'euros en 2014. Donc globalement, si on accepte le pic de 2016, sur la fraude fiscale qualifiée pénalement, on tourne en général autour de 300 millions d'euros, on va dire. Là, 2020, il y a peut-être un peu un effet coronavirus, mais voilà, on est plutôt sur cette volumétrie-là, vous voyez, de fraude fiscale pénalement qualifiée. Après, si on est sur ce que je vous disais, une conception plus large, plus administrative de la fraude fiscale, les dossiers répressifs, hors pénalité, on était à 3 milliards en 2014, on était à 4 milliards 6 environ en 2015, à 2 milliards 9 en 2016, à 3 milliards 96, c'est-à-dire 4 milliards en 2017, 2 milliards 4 en 2018, 2 milliards 1 en 2019, et il n'a pas été publié pour 2020, mais moi je l'ai évalué à moins d'1,5 milliard. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis 2017, la constatation de fraude fiscale réelle, elle a été divisée par 2. Voilà. Et on est loin des 100 milliards, là. Ah ben oui, et sur les redressements et pénalités, donc là c'est l'ensemble du contrôle fiscal des pénalités, vous voyez, on était par exemple, en 2019 par exemple, on était à 13,8 milliards. Redressement et pénalités complets, mais là-dedans il n'y avait que 2 milliards 100 millions d'euros de fraude fiscale au sens administratif et 230 millions d'euros au sens pénal. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que si j'ai l'objet d'un redressement fiscal et qui me colle une amende de 10% parce que j'ai oublié un truc... C'est pas de la fraude fiscale. C'est pas de la fraude fiscale, donc ça fait pas partie des 100 milliards. Quoi. Ah ben, si, pour le syndicat des impôts, ça fait partie des 100 milliards, mais en droit, pas du tout. Mais en droit et dans le concept, pas du tout. Dans les indicateurs de performance et les indicateurs, les rapports de la DGFiP, pas du tout. Vous n'êtes pas considéré comme un fraudeur fiscal si vous avez une pénalité de 10%. Donc ces fameux 100 milliards, c'est du pipeau. Alors, c'est, à mon avis, alors c'est pas du pipeau sur l'évaluation des manquements sur lesquels il pourrait y avoir des redressements, mais en réalité, si on veut parler de fraude fiscale, quand on regarde les documents officiels, les rapports de Bercy, etc., les dossiers
à enjeux répressifs, enfin les dossiers répressifs et donc les dossiers de fraude fiscale, au sens administratif, hein, je ne parle même pas au 1741, on est à 20-25% des affaires. Donc voilà, c'est un peu moins d'un quart. Donc du coup, si vous voulez, quand vous regardez les choses, moi j'ai un peu remouliné tout ça et j'ai comparé aussi avec un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Vous savez, c'est une émanation de la Cour des comptes qui était en fait la seule réelle étude qui a été faite, qui remonte déjà à 2007, qui essayait de chiffrer la fraude fiscale impôt par impôt. Et à l'époque, eux-mêmes ça tournait, alors il y avait une fourchette, mais on était à un peu moins de 25 milliards d'euros d'impôts, donc en fraude fiscale estimée par le CPO, de la Cour des comptes, et donc pas du tout à 100 milliards, et c'était à la même époque où le SNUI nous disait que c'était 60 milliards, etc. Et donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, c'est que j'ai essayé de faire des comparaisons par plusieurs méthodes, vous voyez. Et donc en prenant une méthode assez basique qui est de dire je prends les 100 milliards du syndicat solidaire finances publiques, mais je considère qu'il y a 20-25% des dossiers qui sont réellement de la fraude fiscale. Et ben, du coup ça fait 25 milliards d'euros, vous voyez, un quart. Bon. Je reprends les chiffres du CPO Cour des comptes de 2007. À combien était le PIB à l'époque? À combien est-il aujourd'hui? J'ai fait une extrapolation avec la croissance du PIB. Une règle de 3. Une règle de 3, mais bon, qui est pas plus bête qu'une autre en la matière. Tu n'as pas de raison. Et pareil, on tourne à une trentaine de milliards d'euros. Et après, j'ai refait autre chose, c'est que j'ai repris un rapport d'une ONG, vous savez, vous avez des tas d'ONG sur la justice fiscale, qui lutte contre l'évasion fiscale, qui crie contre l'optimisation fiscale, etc. Et une de ces ONG spécialisées s'appelle Tax Justice Network, TJN. On ne peut pas être soupçonné de complaisance avec les fraudeurs fiscaux, avec les multinationales, etc. Et dans le rapport de Tax Justice Network, eux, ils évaluent pour la France l'évasion fiscale, la fraude fiscale, etc. à 17 milliards d'euros. Mais moi, je pense que dans leur rapport, ils n'ont pas pris en compte la TVA et les arnaques à la TVA. Voilà. Et donc, je suis allé chercher le tax gap TVA, vous savez, qui est publié par la Commission européenne, celui qui était encore à 25 milliards d'euros pour la France il y a quelques années, puis qui a fondu avec l'effet du réchauffement climatique à un peu plus de 12 milliards d'euros, on doit être à 12,8 maintenant, milliards d'euros. Et je me suis dit, allez, je suis vraiment grand prince, je rajoute 13 milliards d'euros aux 17 milliards d'euros de Tax Justice Network, et comme par hasard, on arrive à 30 milliards d'euros. Et si vous voulez, en utilisant ces trois méthodes, on arrive au même ordre de grandeur. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que le vrai enjeu de fraude fiscale en France, c'est une trentaine de milliards d'euros. Voilà. En prenant le rapport du CPO de 2007 et en règle pas notre déficit budgétaire. Voilà, avec le PIB, en prenant Tax Justice Network et en rajoutant la TVA, ou en prenant simplement le chiffre de Solidaire Finances Publiques des 100 milliards, mais en disant, oui, d'accord, mais eux, ils sont sur les manquements fiscaux, mais la réalité de la fraude fiscale, c'est pas l'ensemble du contrôle fiscal, c'est vraiment un gros quart des dossiers. Et donc, on arrive à peu près à quelque chose qui ressemble à 30 milliards d'euros. Donc, ça ne règle pas le déficit budgétaire, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les services de l'État, ils en détectent environ 3 milliards, ce qu'on disait juste avant, et que donc on pourrait faire 10 fois mieux. Voilà. Et donc, c'est un peu la grande leçon du livre en matière de fraude fiscale. C'est-à-dire qu'on pourrait gagner beaucoup d'argent si on contrôlait un peu mieux les dépenses, et si on contrôlait un peu mieux les recettes aussi. Après, il y a plein de méthodes, mais si vous voulez, moi, c'est la thèse aussi centrale du livre sur le volet fiscal, c'est de dire qu'il faut mieux lutter contre la fraude à la TVA. Parce que là, on est en face vraiment de bandits, d'escrocs, etc. Très bien organisé. Très très bien organisé, mieux que nous. Ça passe souvent par l'étranger, non? Oh, il y a beaucoup de carousels européens, effectivement. Et nous, on est un petit peu à la remorque sur ces histoires-là. Alors donc, je délivre 2-3 scoops dans le livre. J'explique pourquoi, depuis 2011, la France n'a pas voulu utiliser les méthodes les plus modernes, alors que nos amis belges, par exemple, les ont mises en œuvre, avec des logiciels d'intelligence artificielle très précis, qui leur ont permis d'éradiquer 90% de la fraude à la TVA, quand même, au passage, en Belgique. Et donc, du coup, la Commission européenne, qui était très intéressée, a fait généraliser ça dans le cadre d'Eurofisc, qui est l'instance un peu de coordination de la lutte contre la fraude fiscale en Europe et qui travaille beaucoup sur la TVA. Et donc moi j'ai eu des contacts pour l'écriture du livre avec la Commission européenne et avec Eurofisc. Il se trouve que je connais les gens d'Eurofisc depuis très longtemps, puisque moi, eux, ils m'avaient donné l'info, les Belges d'Eurofisc, de l'existence de ce logiciel et de cette technique en 2011. Donc j'étais revenu à Bercy avec. Et on m'avait envoyé balader, en disant on n'en veut pas. Ça n'a pas été inventé ici. Mais c'était tout à fait ça, on n'en veut pas, c'est un logiciel d'origine anglo-américaine, etc., on veut pas.
On ne veut pas, mais c'était quand même un caprice à quelques milliards d'euros chaque année. Oui. Et ça a été très loin, et la France ne commence à utiliser que depuis l'année dernière. Ça, je me le suis fait confirmer par l'Union européenne, qui m'ont dit oui, c'est bon, depuis l'année dernière, ils l'utilisent. C'est bien quand même, 10 ans avant de s'y Voilà. mettre. C'est quand même des délais raisonnables pour l'administration. Et alors, vous savez combien ce logiciel l'année dernière, justement, comme il a été un peu généralisé en Europe, combien il a permis d'économiser? On a attrapé pour plus de 5 milliards d'euros d'escrocs à la TVA, vraiment fraude commise, et ça a permis d'en stopper pour plus de 10 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a économisé quand même 15 milliards d'euros avec ce logiciel au niveau de l'Europe. Donc c'est ce qui est plutôt un score intéressant. Et si on ramenait ça à la taille de la France en matière de TVA en Europe, ça représenterait 2 milliards, 2 milliards et demi pour la France. Je ne suis pas sûr que nous, en France, on ait gagné 2 milliards et demi grâce à ce logiciel l'année dernière, parce que je ne sais pas s'il est vraiment utilisé à plein. Mais là, j'ai cru comprendre, et ça c'est mes contacts à Eurofisc qui me l'ont dit, que la France a commencé à vraiment être parmi les plus actifs pour pouvoir l'utiliser. Enfin, on arrive avec 10 ans de retard, parce que ça fait 10 ans qu'on leur avait présenté le truc, et qu'ils refusaient systématiquement de l'utiliser. Alors j'explique tout ça dans le livre, mais c'est très français, on perd du temps, on veut pas, etc. Et puis à un moment donné, on se dit mince, ça marche bien. Le médicament n'a pas été inventé ici, donc. Et donc là-dessus, sur le fiscal, c'est de l'argent qu'on pourrait ne pas perdre et qui pourrait servir à autre chose. Il pourrait Surtout s'il s'agit des fraudes avérées, c'est-à-dire. Mais c'est des bandits. C'est des bandits. C'est pas le charcutier du coin qui frôle la TVA. Non, c'est des bandits, c'est des gars qui. Là, on est sur des réseaux type Blue Next, Quota Carbone, etc. Enfin, c'est ce type de réseau-là. C'est de la criminalité. Ouais, c'est ceux que moi je démantelais quand j'étais douanier à l'époque, il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Alors, donc on a vu le côté recettes, on a vu le côté dépenses, et dans la dernière 10 minutes qui nous restent, oui. Dans le côté recettes, j'explique. Mais ça, je l'explique en conclusion, parce que je suis vraiment... alors sur les dépenses, il y a le travail au noir, on en parle rapidement, donc j'explique un petit peu plein d'exemples du travail au noir et comment est-ce que... quel est le montant et puis comment est-ce qu'on pourrait mieux lutter contre. Je parle aussi un petit peu des GAFAM. Bien sûr. On est un peu sur la fraude fiscale, beaucoup sur l'optimisation, avec des chiffres hallucinants. D'ailleurs, les meilleurs, c'est Microsoft. Tout le monde parle des autres, mais les meilleurs, c'est Microsoft, puisque Microsoft a fait 314 milliards de dollars de bénéfices avec zéro impôt la dernière fois. Je publie la comptabilité de Microsoft. Non, mais ça, c'est ce que j'explique tout le temps. C'est que les sociétés modernes comme les GAFAM, elles ont un très gros avantage, c'est qu'elles manipulent des 0 et des 1 dans un ordinateur. Et finalement, les profits apparaissent toujours dans des endroits où ils sont très peu taxés, quoi. Donc il faudrait passer d'une taxation où ils font eux-mêmes le calcul de leurs bénéfices à une taxation sur le chiffre d'affaires. On dit, vous faites tant de chiffre d'affaires en France, vous avez 5 ou 10% d'impôts dessus, et puis basta. C'est l'avantage de la TVA. C'est l'avantage des impôts proportionnels, et c'est là où je voulais en venir, c'est une de mes conclusions. Alors effectivement, moi j'explique qu'il faut mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, je répète toujours la même chose, remise à plat du système, sortir les 8 millions de personnes qui n'ont rien à y faire, etc. Et là d'un seul coup on aura beaucoup d'économies, comme par hasard. Sur le fiscal, vraiment mettre l'accent sur la lutte contre la fraude à la TVA. Et un autre point, qui est très intéressant, parce qu'en plus, mais ça va venir, vous savez qu'on passe en facturation électronique d'ici 3-4 ans, et donc toutes les entreprises vont devoir faire de la facturation électronique, et ce sera le contrôle fiscal permanent. Exactement. Parce que s'ils ont compris et qu'ils ont commencé à préparer les algorithmes, le tissu économique sera en contrôle fiscal permanent. Absolument. On verra tout de suite. Vous savez, c'est un peu comme dans les marchés financiers. Vous avez sur les options, par exemple, c'est un truc qui permet aux initiés de faire des opérations extraordinairement rentables. Mais si d'un seul coup, sur un titre, vous commencez à voir le marché des options s'envoler, il y a des petits drapeaux qui se lèvent dans tous les ordinateurs, et la SEC arrive au galop en disant qu'est-ce qui va se passer sur cette affaire. Oui, je veux dire, c'est que vous voyez, c'est comme American Express, quoi. Quand vous faites des dépenses avec American Express, ils vous font un profil de vos dépenses, et si d'un seul coup vous achetez un Vison quelque part, ils vous reçoivent tout de suite. Donc ils font des espèces de modèle de vos dépenses, et puis si vous en sortez, ils vous repèrent tout de suite, quoi. Et donc moi, et c'est en rapport avec ce qu'on disait au début sur l'acceptabilité des choses, la tendance à frauder des gens, etc. Je reste aussi persuadé que sur la fraude fiscale, si on avait un impôt qui était conçu de manière à être mieux accepté par les gens, il serait moins fraudé. Quelqu'un qui adhère à l'impôt, qui est d'accord avec le concept de l'impôt qu'on lui impose, auquel on le soumet, il va avoir tendance à ne pas le frauder. Quelqu'un qui est en désaccord... Il faut que ça ne vaille pas la peine. Moi, j'ai vécu... Ou que vous soyez contre. Ou que vous soyez contre. Mais moi, j'ai vécu 10 ou 12 ans à Hong Kong.
Et à Hong Kong, les impôts, c'est 18%. Et votre déclaration d'impôt, c'est vous avez gagné combien cette année, calculez 18%, envoyez-moi le chèque, merci beaucoup. C'est pas très compliqué. Mais personne ne fraude, parce qu'à 18%, ça vaut pas la peine. Alors moi, ma grande idée depuis plusieurs années... Le flat tax, en quelque sorte. Voilà, ma grande idée, j'y viens, c'est la flat tax. Parce que je reste persuadé qu'une flat tax serait beaucoup mieux acceptée par tout le monde et qu'il y aurait du coup beaucoup moins de fraude. Alors j'avais eu cette idée, cette intuition il y a 2 ans de ça. Je m'étais amusé à faire un petit sondage sur Twitter, etc. Et puis après, quand j'ai vu le résultat du sondage sur Twitter, je m'étais dit, tiens, donc j'ai fait une étude là-dessus, sur la conception qu'ont les Français de la justice fiscale. Alors, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Non, pas du tout, c'est passionnant. Et donc j'ai fait faire notamment un sondage par Harris Interactive, donc un grand sondage, et sur la perception qu'ont les Français de l'impôt sur le revenu et de la justice fiscale. En gros, je comparais impôt proportionnel et impôt progressif. Et alors, l'étude était intéressante parce qu'elle partait de chiffres bruts et d'exemples concrets. C'est-à-dire que je voulais annuler le côté doxa, propagande ambiante. Vous savez, où on dit l'impôt progressif, c'est l'impôt juste, la justice, la progressivité, la TVA, c'est injuste, etc. Je m'étais dit, on enlève de la question tous les mots qui sont connotés et on met simplement des chiffres. Et j'ai dit, ben voilà, monsieur machin gagne tant, il paye tant d'impôts. Madame Truc gagne 10 fois plus, combien doit-elle payer d'impôts en plus? Donc 10 fois, 20 fois, 30 fois 5 fois plus, 10 fois plus, 30 fois plus, 100 fois plus, ou 60 fois plus, je ne sais plus combien j'avais mis. Et en gros, j'avais mis mes exemples avec un impôt dégressif, un impôt proportionnel strict, l'impôt progressif tel qu'il est, j'avais été faire les calculs sur le site des impôts, l'impôt progressif tel qu'il existe aujourd'hui en France, et un impôt surprogressif avec une progressivité accrue, comme par exemple le propose la gauche, Jean-Luc Mélenchon, etc. Ou M. Piketty. Et en avant, Harris posait la question. Alors l'Institut fait l'étude, commence à voir les réponses, ils m'appellent, ils disent il y a des réponses quand même bizarres, est-ce que vous voulez pas qu'on pose d'autres questions complémentaires? Je dis ok, allez-y. Et donc on a fait une énorme étude là-dessus. Donc il y avait ces exemples qui étaient posés avec les montants. Et puis derrière, ils ont posé les questions classiques. Pour vous, est-ce que l'impôt doit être plus progressif, proportionnel, flat tax, machin, etc. Et on est arrivé à un résultat absolument fabuleux. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de Français qui plébiscitent la flat tax, voire un impôt dégressif, donc l'impôt strictement proportionnel, voire dégressif, par rapport au progressif? Vous savez combien on en a? Je sais pas, 80%. 82 à 84% qui sont sur la flat tax, voire l'impôt dégressif. Mais quand on leur montre le truc, ils disent non, ils veulent l'impôt proportionnel. Non, mais c'est ça. Non. Qui sont, quand on leur montre les chiffres, ils sont pour l'impôt proportionnel ou dégressif. Oui, c'est ça. À 82-84%, si on leur dit pas progressif, proportionnel, etc., on a plus de 8 Français sur 10 qui sont logiques. Ils disent, tu gagnes 10 fois plus, tu payes 10 fois plus d'impôts. Ça paraît tellement logique. C'est d'une logique implacable. Par contre, si on leur pose la question en mots, progressif, proportionnel, etc., alors là, ça inverse. Ils sont à 60%, disons, la progressivité, c'est la justice, etc. C'est plus juste d'être progressif. Mais parce qu'en fait, je l'ai démontré du coup avec cette étude. Alors, j'ai des tableaux croisés selon les sexes, les régions, les appartenances politiques, niveau d'études, etc. C'est fabuleux. Alors, en réalité... J'imagine que les gens de gauche doivent être beaucoup plus proportionnels, parce qu'ils ont un sens de la justice qui est plus fort. Oui, ils sont pareils, à plus de 80%. C'est la même chose. Il n'y a aucune différenciation politique. C'est-à-dire que selon la couleur politique des gens, l'âge, etc., quand vous leur mettez les chiffres, ils sont tous à la proportionnalité. Tout le monde, plus de 80%. C'est un plébiscite pour la flat tax, en réalité. Mais comme on leur a mis dans la tête depuis des années et des années que la justice et la progressivité, en fait, les gens, ils croient que progressif, c'est proportionnel. Et donc pour eux, le gars qui gagne 10 fois plus, qui paye 10 fois plus d'impôts, pour eux, c'est ça la progressivité. Ils n'ont pas compris. Ah ben c'est amusant parce que ça me rappelle la discussion que j'avais eue un jour avec un homme politique où on parlait du souverain, vous savez, qui était le peuple et tout. Et non, il m'a dit, il ne faut pas parler du souverain parce que les gens pensent que vous êtes royaliste. Vous voyez, parfois, les mots, on ne se rend pas compte que les gens se plantent avec les mots. Mais oui, mais c'est ça. Et là, je l'ai démontré. Alors, les gars de chez Harris, ils étaient hyper embêtés. Parce qu'ils disaient, ils ont fait un commentaire, vous savez, ils vous font toujours des commentaires, tout. Bon, effectivement, c'est étonnant. Ça ne ressemble pas du tout à tous les sondages qu'on a pu faire sur la fiscalité avant, etc. Parce qu'en fait, j'étais le premier à poser la question. Avec des exemples. En ayant neutralisé le côté idéologique, en enlevant les mots, donc aucune charge idéologique, et simplement en mettant les chiffres.
Alors, je me suis bien sûr fait insulter sur les réseaux sociaux par toute la gauche. Oui, vous faites de l'ancrage des questions, machin, etc. Mais non, c'est pas de l'ancrage. Parce que, par exemple, j'ai fait des recherches croisées, j'ai utilisé les tableaux croisés, et j'ai voulu voir qui étaient ceux qui disaient à la fois qu'ils étaient pour la flat tax quand on mettait les chiffres, mais qui disaient qu'ils étaient pour l'impôt progressif en mots. Oui. Et donc ça, c'était très intéressant, et c'était beaucoup les femmes, d'ailleurs, qui mélangeaient les deux. Parce qu'elles voulaient être dans le consensus. Non, parce que en réalité, en tout cas chez moi c'est comme ça, souvent c'est madame qui compte. C'est madame qui va faire les courses, qui a les sous, etc. Et donc une femme, elle est elle a une connaissance concrète de l'argent. Hein, elle n'est pas dans les grands débats politico, machin, etc. Elle, voilà, un sou c'est un sou, puis elle compte. Et donc effectivement, quand on lui dit, bah voilà, machine elle gagne tant, l'autre il gagne 10 fois plus, combien il doit payer plus d'impôts, bah, c'est une logique de justice normale, bah oui, il paye 10 fois plus, quoi. Et par contre, si elle a participé ou qu'elle entend les débats, les trucs, les machins, elle va se faire intoxiquer par la doxa et donc croire que la progressivité c'est la justice. Alors, terminons sur une... Et donc, tout ça pour dire oui, allez-y. Que, à mon avis, un des grands progrès qu'on pourrait faire contre la fraude fiscale, ce serait de faire une révolution fiscale et de basculer en flat tax. Alors, on aurait des débats à n'en plus finir où on viendrait nous dire mais c'est injuste, c'est scandaleux, etc. Sauf que la vraie perception des gens, mais ça il faudrait leur montrer, il faudrait être très basique, on dit bah attends, tac, tac, voilà. Ils payent 10 fois plus pour les mêmes services. Ils gagnent 10 fois plus, ils payent 10 fois plus, et 80% des gens disent bah oui, c'est ça la justice. C'est pas le gars qui gagne 10 fois plus, il paye 100 fois plus, ça c'est pas juste. N'importe quel bonhomme, il est capable de... Il le dit, c'est pas normal. Il y a peu de gens qui savent qu'aux États-Unis, par exemple, les 1% les plus riches payent 60% de l'impôt sur le revenu, quelque chose comme ça, quoi. Ce qui est pas normal, quelque part, c'est un petit peu... Et donc, si vous voulez, moi, mon grand truc, en réalité... Alors, je l'explique dans le livre, puis dans les interviews, etc. C'est que je dis qu'aujourd'hui, voilà, si on veut lutter contre la fraude, il faut faire un ministère de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, il faut coordonner, il faut redonner une impulsion politique et vraiment traiter le problème social d'un côté des prestations sociales, régler le problème fiscal, notamment avec la fraude à la TVA, etc. Basculer en enquête judiciaire à la procédure fiscale pour la fraude, hein, les contrôles fiscaux et administratifs, mais la recherche de la fraude vraiment en judiciaire. Enfin, après, bon, c'est un peu de la cuisine. Hein, oui, non, mais j'entends bien, voilà. J'entends bien. Et sur le fond, fondamental hein, sur la fraude fiscale, ce que vous dites travailler sur la TVA parce que c'est des bandits qui nous volent et ça nous pique des milliards, et sur l'impôt sur le revenu et même pour nous contre les paradis fiscaux, etc. C'est la flat tax. Ça ferait revenir aussi des millions d'immigrés, d'exilés. C'est-à-dire, il y a des tas de gens, si vous voulez, qui... J'étais avec le patron d'une grande entreprise ici il y a quelques jours, quand il y avait l'impôt sur la fortune, les actions, il avait créé une multinationale qui gagnait des gens gros comme lui, ben, il était obligé de vendre des actions chaque année, il s'appauvrissait chaque année pour payer l'impôt sur la fortune, alors que sa société ne payait pas de dividendes tellement elle croissait vite. Donc, c'est d'une imbécilité du point de vue économique. Un impôt proportionnel, c'est exactement l'inverse de la parabole des talents. Vous vous souvenez de la parabole des talents, où le Christ dit, bon, ben toi, je t'en donne 2 fois plus parce que tu as gagné 2 fois, et puis celui qui n'a rien fait, ben, il n'a rien du tout. Mais, si vous voulez, on a bâti un système où on enlève du pognon au gars qui a bien travaillé le talent, celui qui a bien développé ses talents, pour le donner à celui qui n'a rien glandé. C'est quand même d'une imbécilité économique foudroyante, quoi. Ah, oui, et puis je pense que d'ailleurs c'est... C'est de la source de toutes les fraudes, en plus. D'une part, c'est très incitatif à la fraude, parce que plus vous avez un intérêt à frauder, plus vous fraudez. Et donc sur un impôt progressif, ben, vous avez un intérêt plus grand à frauder puisque vous devez payer plus d'impôts. Bon, ça, on le voyait très bien en matière douanière. Et puis économiquement, on a bien vu que la plupart des pays qui sont dressés, on a adopté des flat tax et que ça a bien marché économiquement. Voilà, alors après, il y a d'autres... Et ça donne l'impression aux gens vraiment de justice. Je crois que c'est ça, parce que c'est l'impôt... mais c'est simple, c'est-à-dire pas de niche fiscale. Pas de niche fiscale, on supprime tout. Voilà, ton impôt c'est 15% et tu payes 15% d'impôt de ce que tu gagnes, point barre. Point barre, et c'est exactement ce qui aussi se passait en Hong Kong. Ça valait pas la peine de frauder. Ça valait pas la peine d'aller embaucher un des grands experts comptables pour que vous payiez moins, parce que vous étiez content des hôpitaux, vous étiez content des routes et tout, vous dites c'est normal que je contribue, quoi. Donc vraiment, alors on va terminer avec un tout petit mot sur ce qui se passe en politique, parce que sinon les gens vont m'engueuler, hein. Et alors bon, il y a notre ami Zemmour qui vous cite souvent. Oui, Éric Zemmour me cite souvent, bah alors pour une raison très simple, c'est que à l'époque où il était au Figaro, c'est lui qui a chroniqué mon premier livre. Ah oui, oui, oui. Donc voilà, donc il l'a lu. Donc il a dit que c'était mal écrit d'ailleurs. Voilà, le chien. Donc il m'a dit que c'était mal écrit. Très intéressant mais mal écrit, je me souviens de la critique. Pas très, voilà, bon.
Bah écoutez, Merci Monsieur Zemmour. mais voilà, bah écoutez, je ne prétends pas être Charles Baudelaire. Je ne suis que Charles Prats. C'est vrai que j'écris de manière assez spontanée. Voilà, bon, après, ce que je dis, je pense, a un petit peu d'intérêt, notamment dans une campagne électorale. Bon, je trahis aucun secret en disant que j'ai pu m'entretenir de tous ces sujets-là, par exemple avec Michel Barnier. J'ai eu des discussions avec Michel Barnier. J'ai rencontré Valérie Pécresse aussi. Philippe Juvin, le professeur Juvin, qui est candidat à la candidature, qui est un copain. On a beaucoup parlé de tout ça. J'ai pu croiser Eric Ciotti aussi dans les années antérieures, qui était très en avant, très en pointe dans les histoires de fraude aux prestations sociales dans le département des Alpes-Maritimes. Donc j'ai croisé évidemment Éric Zemmour donc sur ces sujets-là. Donc voilà, sur la campagne présidentielle, c'est vrai que j'ai un peu l'oreille d'un certain nombre de candidats, et puis qui regardent ce que je dis et ce que j'écris, mais pour une raison toute simple, c'est qu'en réalité, contrairement à tous nos fact-checkers et les gens qui disent « oh, c'est de la fake news, c'est pas vrai, c'est bidon, etc. », vous savez, quand vous discutez avec un ancien ministre du budget ou un ancien commissaire européen, que vous lui montrez les rapports de la Cour des comptes, que vous lui montrez les rapports de l'Inspection générale des finances, que vous lui montrez les rapports des commissions d'enquête parlementaires, que vous lui montrez bien là où il faut regarder, il n'est pas bête, il comprend. Donc ce que vous dites est passionnant, parce que ce que vous dites, c'est que l'information est disponible, et c'est simplement la paresse des journalistes, j'ose dire, qui les empêche d'aller voir. Moi, si vous voulez, parce que vous avez bossé comme un âne pour faire ça. Oui et non, ça prend du temps d'écrire 430 pages, mais en termes de documentation, j'ai travaillé j'ai travaillé en source ouverte, excepté pour les histoires avec l'Union européenne, où là j'ai eu des échanges directs avec la Commission puis avec Eurofisc, d'ailleurs qui m'a autorisé à dire oui, tu peux dire que c'est nous, etc. Eurofisc, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc parce que là, moi j'ai des contacts depuis des années avec ces gens-là, et donc on discute. Mais pour la plupart des documents, c'est de la source ouverte. C'est de la source ouverte. Donc, le corps politique, s'il le voulait, aurait accès à toutes ces informations sans aucun problème. Mais n'importe quel citoyen y aurait accès. Il y a accès d'ailleurs. Alors, je les publie. Vous les avez en facsimilé, les rapports dans le livre. J'ai remis des QR codes où les gens peuvent aller flasher pour voir des vidéos, des interviews, etc., des auditions. Mais en réalité, un citoyen qui sait quoi chercher et où le chercher, il le trouve. Voilà. Donc il n'y a que deux explications à ce qui nous arrive du point de vue fiscal. C'est une incompétence crasse de notre classe politique, ou alors un manque de courage qui dépasse l'entendement. Ou les deux. Si on veut vraiment parler efficacité du dispositif de lutte contre la fraude fiscale, c'est une politique depuis des années qui est vraiment flagrante depuis 2017. De ne pas vouloir trop en faire en contrôle fiscal et en lutte contre la fraude fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de moins en moins d'agents, et donc les choix politiques... Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il est en train d'arriver à la fiscalité, ce qui est en train d'arriver à l'armée, aux hôpitaux, on est en train de couper les... Ah oui, bien sûr. C'est la même chose. La douane, ça devient très compliqué pour la douane, ça devient très compliqué pour l'administration fiscale. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais j'explique un peu toutes les histoires de fraude douanière, les trafics de tabac, etc. On parle de 5 milliards d'euros quand même chaque année, et où il faudrait peut-être mettre la priorité là-dessus. Donc, ils sont en train aussi de mettre à sec l'endroit qui leur permet de gagner du pognon, quoi. C'est un vrai sujet. On est sur un vrai sujet. Alors, moi, vous savez, j'étais pendant des années secrétaire général de la Fédération des cadres de tout le ministère des Finances, de tout Bercy. Je suis le patron de la CGC là-bas. J'ai encore quelques contacts syndicaux dans la maison. Oui, bien sûr, c'est dans un état de perte de substance qui est très compliqué. Et si vous voulez, en matière fiscale, pour revenir là-dessus, depuis plusieurs années, on a de plus en plus d'outils. Vous voyez bien les conventions internationales, les échanges de données automatisés, les conventions OCDE, tout ce qui est BEPS, les travaux BEPS, etc., sur l'érosion des bases fiscales. Il y a énormément de choses qui sont faites au niveau international, de coopération internationale. Il y a de plus en plus de pouvoir au niveau national, avec pouvoir de police judiciaire, etc. Donc les outils sont beaucoup plus performants. Les gars, ils sont formés, ils savent travailler, les agents. Et pourtant, le résultat, il est divisé par 2 depuis 2017. Donc quand vous avez de meilleurs outils avec de très bons ouvriers et que le résultat est divisé par 2, c'est quoi le problème? Il y a un loup. Est-ce que le problème n'est pas dans l'impulsion politique qui est donnée? Exactement. Et que, il faudrait peut-être revoir au niveau de l'impulsion politique ce qu'on doit faire. Et la façon dont on dépense et la façon dont on reçoit.
Donc, bah, écoutez, je crois que nous avons passé 1 heure ensemble. Elle est passée comme si c'était 5 minutes. Je vous en remercie d'ailleurs. Merci beaucoup, Charles. Mais je saurais trop conseiller de lire votre 2e tome. Montrez-le. Je me permets de vous offrir. Mais merci beaucoup. Cartel des fraudes, les nouvelles déclarations du juge Pratt sur les dizaines de milliards annuels de fraude fiscale et sociale. C'est quand même... on vit dans une drôle d'époque. Eh oui. Mais il faut espérer que l'époque survive à elle-même. Voilà, il faut surveiller et que nous survivrons à l'époque, on verra. Mais merci infiniment parce que vous faites du très bon boulot. Et que vous avez gardé votre éthique de fonctionnaire, si j'ose dire. Vous pensez que... Magistrat, je ne suis pas fonctionnaire. Vous n'êtes pas fonctionnaire, vous êtes magistrat. Je suis très attaché au statut du magistrat constitutionnel. Oui, ça me paraît très important. Mais vous avez gardé une éthique, et ça, c'est... Je crois que c'est essentiel pour qu'un pays fonctionne, quoi. Il faut que ceux qui ont le pouvoir de la violence légitime soient éthiques. Oui, et surtout, nous, en tant que magistrats, nous sommes les gardiens des libertés individuelles. Voilà. Et ça, je suis très à cheval là-dessus. Gardien des libertés individuelles, c'est aussi protecteur des libertés individuelles. Oui, et là, on pourra en parler 1 autre heure, à mon avis. Là, il y a quelques petites accroches qui ont eu lieu, il faudra peut-être en parler aussi un jour. Vous nous écrirez un 3e livre? On verra. Sur les atteintes aux libertés individuelles? Moi, à mon avis, c'est celui-là dont on a besoin aussi. Merci 1000 fois. Merci beaucoup, Charles.